Bonjour et bienvenue dans School of Rock, je suis Jimbo. Et quand j'étais petit, je m'endormais pendant les concerts de Corps des Alpes. Depuis, j'ai découvert le rock. Le rock, franchement, c'est super. Je pensais qu'en France, on n'avait pas de rock. Et en fait, à force d'en jouer, à force d'en causer autour de moi, à force d'aller à des concerts et de rencontrer des gens qui visiblement étaient au moins aussi passionnés que moi, je me suis rendu compte que la scène rock française, elle était riche, elle était passionnante et elle en voulait à fond. Des fois, tous ces gens-là sont tellement sympas qu'ils acceptent de venir causer tout un après-midi ici au Supersonic Records pour nous parler de leur passion et de leur rôle au sein de cette scène. Je vous propose de découvrir tout ça. Allez, let's go, ça devrait pas être pire. Quelque chose scintille dans ma vision périphérique. Je lève les yeux, jusqu'ici happé par l'interface de pilotage de mon astronef. Le Cosmogol 999 qui alimente mes moteurs commence à manquer. Et si j'en viens à la panne sèche, c'est une éternité de dérive qui m'attend. Mais cette chose scintillante là, c'est un espoir. Je réajuste mes capteurs sensoriels, et non, je ne rêve pas. On dirait un genre de vanne. Comme on les faisait sur Terre il y a une éternité. J'ai vu ça dans les livres d'histoire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Une demande d'ouverture de Canal Radio plus tard, et je vois apparaître devant moi 3 visages sacrément sympathiques, tandis que mes oreilles se prennent de plein fouet un torrent de sons compacts, iridescents et délicieusement faisés. Eh bien, si je m'attendais à être dépanné par des astro-roconautes du 21e siècle, de toute façon, convoyeur stellaire, c'est has-been. Je serai Roddy cosmique, et ce sera très bien comme ça. De Casia nous vient de la Terre au début du 2e millénaire, originaire de Nantes et basé à Paris, défenseur depuis une dizaine d'années d'un rock psychédélique particulièrement jubilatoire, c'est donc un trio. Joe, joyeux bûcheron, désintègre fût et cymbales avec des grooves hypnotiques. Fabien, grand gardien de l'ordre du Bermuda noir, s'occupe de faire vibrer les plexus et les bas de pantalon du public grâce à ses lignes de basse de type rouleau compresseur, bien qu'il sache aussi faire preuve de douceur, même des fois, il désenclenche sa fuzz. Et enfin, Maxime, qui fait librement danser voix et guitare avec agilité et sensibilité sur le torrent sonore de ses petits camarades. Merci de Casia de participer à cette émission, et pour commencer, une question que se posent bien sûr nos auditeuristes. Si vous étiez un dinosaure, vous seriez lequel? Moi, ce serait un tricératops. Parce que j'ai toujours aimé le tricératops. Ok. Et puis, je pense que j'ai la vision dans Jurassic Park où ils mettent la main dans le caca, tu sais. Oui. Ça m'est resté. Du coup, j'ai toujours aimé ce dinosaure. Ok, donc un homme qui aime la coproculture et les cornes. Excellent. Et les défenses. Joe? Putain, moi, je suis nul en nom de dinosaure. C'est lequel, ceux qui ont la grosse boule au bout de la queue, là? C'est l'ankylosaure. L'ankylosaure? Ouais. Ça, je trouve ça... Je sais pas pourquoi. Pour le côté... C'était pas ceux qui étaient dans Dinosaurus quand on était gamin? En effet, il y en a un, ouais. Bah, c'est pour ça. Eh ben, magnifique. Je suis un gros fan de Dinosaurus. Petite bio, c'est ok? J'ai pas oublié de trucs de votre côté? Je vous propose qu'on fasse un petit peu connaissance, pour les gens qui vous connaissent pas encore, avec une expérience immersive en audio description de Casia. Comment ça se passe? Et on va partir sur un genre de mise en situation un peu à la Martine à la plage, Martine en balance, Martine au Hellfest. Je vous donne des situations et vous me dites comment ça se passe d'habitude dans des Casia, qui fait quoi, si j'arrive dans ces situations, qu'est-ce que je peux voir de votre côté, quoi. Donc immersion, vous êtes en répète depuis 1 heure, j'arrive dans le studio, qu'est-ce que je peux voir en gros? Un tableau Velleda avec des briques de phrases écrites par-ci par-là. Une chaleur humaine un peu pesante. Il fait chaud. Beaucoup de sueur. Beaucoup de sueur. Déjà, Okay. après 1 heure de jeu, ouais. il fait déjà hyper chaud. Il fait déjà chaud. Ouais. moult chaud, ouais. On n'a Ok. jamais eu des studios de répète ventilés. Hein. Ok. On a toujours répété dans des endroits un petit peu... Toujours en sous-sol, donc ouais, c'est sûr. Ouais, et puis après des câbles partout, Ok. des pédales un peu partout. Et puis après, généralement, on partage les studios avec d'autres groupes, donc il va y avoir du matos partout aussi, Ouais. qui n'est pas forcément le Des nôtre. murs d'ampli, ouais. Des murs d'ampli un peu partout. Ok. Et voilà. Aujourd'hui, on a 2 locaux de répète. Donc, on a celui que Adrien et Aurélien tiennent du Supersonic, qui Ok. est dans le 18e. Donc, Très bien. si tu rentres là, ce serait en plein 18e. Donc, c'est dans une cave de bâtiment haussmannien, mais dans un truc qui est tout retapé, tout neuf, nickel. Là, tu verras du matos de plein d'autres groupes, et un peu le même décor qu'il y a ici. Et sinon, si tu viens dans notre local de répète, t'en as à Évreux, ce sera
notre backline, full backline, avec Ok. nos instrus, les 15 000 guitares de max. Et voilà. Et le petit aussi. Ok. Deuxième situation, vous êtes en tournée, il y a 5 heures de route pour aller à la prochaine date. Si je suis dans le van, qui fait quoi globalement dans le van? Comment ça se passe? Eh bah, moi, je vais peut-être dormir ou je vais sinon mettre de la musique, Ok. tu vois. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le van Fabien, il aime bien faire du piano, il a son petit Ok, synthé, ouais, donc ouais, il quand fait il a le de temps, la ouais, musique c'est vrai. derrière. On a 3 places devant, 3 places derrière. Mais généralement, on est à 4 avec Ok. notre pote Manu qui nous suit. Donc on a 2 devant qui vont direction et DJ. Ok. Et 2 derrière qui se composent, sinon ils font de la musique ou ils préparent, on fait l'inventaire du merch, on fait la setlist pour le soir. donc ça bosse à fond, en fait, dans on le peut faire van. des trucs, ouais. Bah en fait on a 5 heures en vrai. Enfin tu vois la dernière fois en allant de France en Belgique on a écouté Dick et Neck en audio. Ok. Ouais, tu vois ça peut ça dépend hein. Ça dépend des fois. Ok, trop cool. Encore une autre situation. Là, on est avant un gros show. 30 minutes. Dans 30 minutes, il faut que vous donniez tout. Si Ouais. j'entre dans la loge, c'est quoi un peu les tocs de chacun? Les petites routines d'avant-concert Moi, ça sera de m'échauffer un petit peu la voix, de faire des bruits de poule un peu, des bruits de dindon, tu sais. Ok, tu peux nous faire un coup là? Je connais pas ça, moi. Tu sais, les trucs d'échauffement un peu avec ça. Ok. Ce sera aussi de faire peut-être faire un petit coup de guitare, genre d'accorder un petit peu, de voir si ça va bien tenir. Puis sinon, on va dire se boire une petite bière avant de monter sur scène. Ok, quoi. Puis c'est parti. ça roule. Toi, Joe? Pareil, m'échauffer. Et après, souvent, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on repasse en revue la setlist. Si par exemple, il y a des parties qu'on a changées, comme je te disais juste Ouais. avant, si tu vois la répète d'avant, on a dit on a changé des longueurs, juste on se les rappelle. Tu vois, on repasse un peu la setlist pour dire ok, on se rappelle, il y a ça, il y a ça. Parfois, Max il doit changer de guitare parce qu'il y a des accordages différents, donc juste on se rappelle ok, là, il faut peut-être qu'on jamme un petit peu basse batterie le temps que Maxime il change de guitare. On boit un coup ensemble, on se motive. On revoit aussi des chansons des fois où on est un peu pas sûr. On se dit vas-y, on revoit un petit bout de celle-ci Ouais. rapidement et puis Il y a forcément nous 3 qui va avoir un doute sur un passage en mode putain c'est quoi déjà, et du coup on va juste le rappeler ensemble, tu vois, pour être sûr qu'on soit tous d'accord. Et après s'assurer que le matos tient de la route. Donc, pour moi c'est accorder la caisse claire, tu vois, regarder un petit peu en batterie, il y a toujours des trucs qui pètent. Donc Ouais. en fait si je joue sur mon matos, je fais en sorte, si j'ai le temps, de faire le tour de la batterie. Parce que ça m'est tellement arrivé de fois qu'une cymbale parte dans le décor Ouais. ou que j'ai un pied de machin qui tombe ou quoi que ce soit. Donc je resserre tout à balle, je m'assure que tout roule et puis après go quoi. Je m'assure que les gars soient prêts, s'il y a quelqu'un qui a un problème qu'on puisse l'aider rapidement, tu vois, qu'il n'y ait pas de crise de panique 10 minutes avant. Le but c'est que tout le monde soit le plus relax et dans ses baskets quoi. Ouais, c'est cool. Vous avez des comportements hyper pro, c'est marrant. On n'est pas là. Après, le truc, c'est que plus on joue tard, plus on risque de boire des bières et parfois ça peut partir en live, tu vois. c'est un du coup, défaillance après, quoi. Ouais, parfois on essaie de surveiller un petit peu aussi, de se dire, faut pas non plus qu'on y aille comme des fous, parce que parfois t'es excité ou t'es un peu stressé, donc tu vas boire une bière de trop et en fait tu vas regretter ou quoi que ce soit. Donc, moi, je sais que personnellement, si j'ai pris une bière de trop, je vais le regretter parce que je vais mal jouer, je vais faire des pains, parce que je vais penser à autre chose, je vais me tromper ou quoi que ce soit, tu vois. Donc avant je le faisais, maintenant je le fais plus trop. Je préfère me récompenser, boire une bière après quand je suis trempé. Je suis là, ok c'est bon j'ai soif. Il faut récupérer un peu de flotte dans ce corps. Mais ouais, après c'est avec l'expérience, tu vois, à force de jouer, au bout d'un moment il y a des trucs que tu sais que, enfin moi je sais que les moments où avant s'échauffait pas trop, maintenant on le fait souvent en loge et on l'a fait pour la Nerve Party. Ouais. On avait 30 minutes de set et moi je me suis dit en vrai là il faut arriver et tout défoncer direct. Ouais. Et en fait je trouve que c'est bien parce que t'arrives, t'es déjà chaud et tu mets pas un ou deux morceaux à rentrer un petit peu dans le concert. Donc en fait, en 30 minutes t'as pas le temps de faire ça. Voilà, c'est ça. Faire des rudiments et même se retrouver ensemble tous les trois au moins 20 minutes, qu'il n'y en ait pas un au merch, un au bar, en train de fumer une clope. Enfin, tu vois, qu'on se retrouve et qu'on prenne un petit moment de calme ensemble. Moi je trouvais, ça fait pas trop longtemps qu'on le fait, mais je trouve ça assez bénéfique dans juste un peu le rituel entre guillemets de monter sur scène, tu vois, parce que du coup on rentre sur scène, on est tous ensemble depuis une demi-heure,
On a discuté, on s'est rassuré, on s'est fait un câlin, je sais pas, tu vois, on a rigolé. Ouais, comme ça, on est décontracté et on est plus à l'aise. Et puis en plus, on est chaud, donc en fait, on sait qu'on va rentrer dans le concert et on va jouer pleine burn d'un coup, quoi. Trop bien. On est bien chaud après. Ouais. C'est classe que vous échauffiez avant et tout. C'est. Sans qu'il y a un truc vraiment avec le nombre de concerts que vous avez fait où vous avez chopé des rituels bien pour arriver comme il faut à chaque set et tout. Tu vois, au début, quand l'album est sorti, on faisait beaucoup Ilion au début en intro. Ouais. Et moi, la batterie, il y avait des roulements et tout, ce qui était un peu technique. Et je savais pertinemment que si j'étais à froid, j'allais les chier, quoi. Et en fait, le problème, c'est le premier truc que je fais quand je rentre. Et si je me chie, tu vois, genre, ça me met dans un mauvais mood pour le set entier. Et du coup, j'apprends à me dire, en fait, c'est pour mon bien et c'est juste pour que le concert se passe bien, tu vois. Il faut juste que je puisse être content de moi dès les premiers coups. Et après, c'est bon, quoi. Tu te mets dans la confiance, tu vois. Tu t'auto-rassures du truc et après, hop, tu pars, ça quoi. te met sur un bon mood pour l'ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, trop bien. Dernière situation, si vous êtes en studio, par exemple, imaginons que vous ayez sorti un album en 2022 d'une grande qualité. Une journée type de studio, comment ça se passait? Est-ce qu'il y a des comportements généraux pour chacun? Est-ce que Fab, c'est un peu le maître d'école? Tu vois, je dis ça au hasard, hein. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se distingue par gérer les horaires? Est-ce qu'il y en a un qui est plutôt à partir dans tous les sens, à rajouter des idées au dernier moment? Est-ce qu'il y a des comportements types qui se dégagent comme ça? Il y a des expériences sur le moment qui font que on aime bien ce petit passage-là, on a essayé tel micro, on a essayé tel Space Echo pour tester un truc, puis ça fonctionne bien, donc on le garde. C'est des petites expériences. Mais sinon, une journée type, c'est le gros petit-déj au départ. Là, pour cet album-là, on avait enregistré dans une maison de campagne, à côté dans une grange. Okay. Donc on était tous les 4 pendant 10 jours, quoi, enfermés, 4 gars, 4 paires de couilles à se marrer, à faire gros petit-déj, grosse bouffe. Et puis c'est parti, on s'installe, on fait une ou deux prises le matin, quand on commence vers 10h, on avait fait ça. Et puis on réécoute, puis on se dit tiens, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on améliore. Et puis on essaye de faire à peu près 3 prises par jour. Ok. Et se dire, et puis après on réécoute le soir. Et puis il y en a un à côté qui, moi par exemple, je travaillais sur les lyrics à côté. Donc je venais, s'il me manquait des mots, je reprenais les trucs, je fignolais, quoi. Et puis après, c'est des petites pauses, petites balades, on prend l'air. Ça, c'est très cool de pouvoir enregistrer à la campagne, entre guillemets. C'est ce qu'on a recherché. Nous, pour le deuxième EP, on avait enregistré en studio à Carwax. Le tout premier EP, on l'avait fait dans notre coloc. Et en fait, on s'est dit que nous, on était plus à l'aise et plus confortable dans un environnement qu'on connaît et qu'on maîtrise en termes d'horaire aussi, parce que souvent les studios, c'est tu commences à 9h30, tu finis à 17h30. Ouais, carrément. Si t'as un coup de génie à 19h, ça sera demain à 9h30. Du coup, on a préféré faire ça avec une pièce qui était pas du tout faite pour enregistrer, avec du matos qu'on avait un petit peu sous la main. Ouais. Mais par contre, on avait fait cette liberté de pouvoir se dire que on choisit les horaires, on choisit notre ingé son et on fait un petit peu ce qu'on veut quand on veut. Et pour cet album-là, on avait des morceaux qui étaient figés et des morceaux qui étaient plus ou moins figés. On se disait, ça vaut le coup, peut-être, vu qu'on avait du temps, on avait 10 jours, de se prendre un jour et demi pour essayer d'autres structures, écouter, cutter comme une pré-prod, tu vois, essayer de cutter, revoir les longueurs. Et puis surtout, ce qui était pertinent, c'était de travailler avec Thomas Defraguet, qui est un ami et un ingé son qui a du coup mixé et enregistré l'album, de pouvoir avoir un retour d'une 4e personne, parce que nous en fait on repose ensemble, on a un peu la tête dans le guidon, et dans ces moments-là c'était précieux d'avoir quelqu'un d'extérieur pour nous dire ok les gars, même d'un moment où t'es en train de composer, quand t'as déjà quelque chose qui est bien établi dans ton groupe, c'est hyper cool, ça donne beaucoup d'idées, puis ça permet de faire le tri. Et puis surtout qu'on n'avait pas eu d'autres retours avant, vraiment, à part quand on jouait les chansons en live. On n'a pas forcément de retour vraiment sur les structures, et c'était vraiment important d'avoir quelqu'un aussi de nous dire tiens les gars, on peut ajouter ça, vous pouvez cutter ça. On se rappelle qu'on avait un morceau qu'on avait cuté, en fait il me dit les gars, on avait 5 minutes, chanson faisait 10 minutes, on a enlevé une partie qui était super longue, ça faisait du bien carrément, et c'est lui qui nous a trouvé le truc. Et c'est bien de pouvoir avoir un gars qui a un ami, parce qu'en fait on peut vraiment se dire les choses sans forcément se froisser, parce qu'on se connaît, en fait on se dit clairement les choses.
et ça parle jamais d'une mauvaise intention et c'est toujours fondé avec des arguments et il y a matière à discuter. Et nous, on savait avant d'y aller que ça allait être aussi décisif et important d'avoir cette quatrième personne pour prendre les bons choix et puis juste pour essayer de faire d'enregistrer le meilleur morceau possible. Après, en termes de, comme disait Max, en termes d'agenda et d'emploi du temps sur la journée, on essaie de garder des horaires un peu fixes et après, ça débordait le soir ou pas. Mais on essayait de pas déborder jusqu'à minuit, 1h du matin pour être en forme juste le lendemain. Ouais, bien sûr. Dire, voilà, c'est vrai que ce qui est trop cool dans le fait d'être dans un espace où c'est chez toi, c'est toi qui as les clés et tu fais ce que tu veux, c'est que souvent c'est une option qui est rejetée par des groupes pour des arguments audiophiles, on va dire, où c'est sûr que quand tu vas dans un studio institutionnel, tu vois, où il y a du matos de fou furieux, c'est très cool parce que ça sonne la mort. La pièce. Mais quand tu es dans une démarche de création qui est plus sur l'exploration sonore, d'avoir des idées, se laisser la possibilité d'expérimenter sur des trucs qui arrivent, comme tu dis, pas à heure fixe, tu peux pas le décider comme ça. Ouais. Mais au final, des fois, la musique est plus intéressante et tu te retrouves avec un album qui est plus intéressant, meilleur à l'écoute, même si le son de guitare à 7 kilos, c'était peut-être pas le micro qu'il fallait, mais ça va quoi, c'est pas... Nous on faisait confiance pour ça un peu à Thomas. Après on réécoutait puis on faisait des choix, mais nous on vient pas d'un background vraiment technique, donc en fait on a notre oreille de musicien amateur entre guillemets, donc on laissait un petit peu gérer ça, on savait quel goût il avait, quel style il voulait un petit peu influer dedans, donc ça on le savait depuis le début, mais on avait un peu choisi le matériel aussi, là, genre la console par exemple de mixage, on l'avait choisi ensemble, on s'était dit vas-y, on voulait repartir sur le même, celle que l'album de Fuzz, tu vois, le premier album. Trop bien. Du coup on s'est dit ça marche bien ça, on aime bien le son, on lui a donné si tu veux 3-4 influences d'albums qu'on aimerait avoir sur une île déserte par exemple. Puis il s'est dit alors lui il a enregistré avec ça, il y a eu ça. Voilà. Et faire ce qu'on a fait dans un studio professionnel, ça aurait coûté hyper cher. Ça aurait été plus stressant pour nous, dans le sens où c'est pas dans un environnement que tu connais. Parfois, tu peux pas rester forcément dormir sur place, quoi que ce soit. Et en plus, pendant ces 10 jours, on a pu aussi enregistrer les interludes qu'on a dans l'album. Et en fait, nous, on avait l'idée des interludes, mais on savait pas où on allait aller. Donc en fait, c'est avec les Space Echo qu'il avait, les effets, les trucs où on s'est dit tiens, même la maison, tu vois, on a mis des micros dans la maison, on s'est amusé. C'est juste les câbles par la fenêtre, les trucs. Tu vois, on a fait grincer les marches, on a fait l'espèce de, on a créé des chambres un peu déco, un peu bizarres dans la maison. Et en fait, c'est cool, c'est excitant de pouvoir expérimenter avec les lieux. Ouais, carrément. Et nous, c'est ce qu'on cherchait, c'est qu'en fait, on savait qu'on avait des titres qui étaient ceux qui sont enregistrés, et après on s'est dit en fait on va avoir 10 jours, il y a forcément une fenêtre de tir, on pourra se faire des petites interludes de 4 minutes, un peu de récréation quoi. Voilà, bien sûr. C'est hyper important, je trouve que quand tu composes un album, en tout cas moi c'est pareil dans mon groupe, j'aime bien que il y ait ce côté efficace, et c'est important de bosser bien sûr parce qu'on est là sur des périodes de temps données et tout, mais je trouve qu'il n'y a jamais de meilleure ambiance pour créer, en tout cas, que quand tu as un mélange de les choses sont possibles techniquement et se font comme il faut, et de bonne ambiance, pas forcément prise de tête, parce que du coup tu te retrouves avec la liberté de création et de ton, et ton cerveau respire plus quoi, et la connerie engendre de très bonnes découvertes parfois quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois, nous on a laissé libre cours à notre imagination, et même les interludes on savait pas où les placer dans l'album, et en fait c'est juste en découvrant un peu le ton des morceaux, comment ils sont enregistrés, commencer à comprendre un petit peu où les morceaux allaient aller. On s'est dit tiens, là peut-être l'interlude elle peut être là, elle va avoir peut-être ce ton là pour laisser respirer, ou pour introduire un autre morceau peut-être, tu vois. Donc du coup en fait on a eu comme un jeu de questions-réponses avec les morceaux, et quand on a construit un petit peu l'album et le relief général de l'album quoi. Du coup les auditeurs ils ont pu le découvrir tout à l'heure, vous faites un genre de heavy psych un peu à la sauce All Them Witches qui aurait bu énormément de café, avec des petites touches de Elder et de Color Haze, si je dis pas de conneries. Ouais, des petits bouts. Okay. Des petits bouts. Moi j'ai eu du bol, je vous ai vu un paquet de fois en concert, on a même partagé des petites scènes ensemble, et c'est toujours des très très bons souvenirs. Oui. Dans les trucs qui sont, je trouve, très marquants dans Decasia, il y a ta technique de jeu, Max. Parce que je me rappelle de la première fois où on a fait une scène ensemble, moi j'avais écouté du coup les EP qui étaient sortis à l'époque et tout, et quand je t'ai vu arriver sur scène et jouer sans Mediator, mine de rien, c'est un truc qu'il y a peu de guitaristes qui font,
et que je trouve intéressant. J'ai l'impression que tu t'expérimentes aussi avec des accordages, tout ça. Tu peux nous parler un peu de ton travail de guitariste? Ouais, c'est vrai que j'ai toujours joué sans Mediator. Je pense depuis que j'ai commencé la guitare avec Mediator, mais j'aimais vraiment toujours été un peu bizarre. Enfin, c'était pas naturel, quoi. C'est pas un outil qui te venait en main. Ouais, alors je remarque maintenant qu'il y a des trucs qui sont vraiment utiles avec, d'autres un peu moins, et c'est cool. Donc c'est bien d'avoir les deux, je pense. Mais c'est vrai que j'ai toujours joué un peu vraiment au feeling, très organique, on va dire. Ouais. Et ouais, du coup, je l'ai un peu balancé à bien une bonne quinzaine d'années maintenant. Donc, ok, ouais. Ouais. Donc, tu t'es forcé genre 2-3 ans à essayer avec? Ouais, après, j'ai essayé des trucs. J'ai fait les premiers quand je faisais du Black Sabbath, je faisais des trucs comme ça. Okay. Ou des trucs punk rock, des Ramones, tu vois. Oui, en effet, ça, sans Mediator, assez vite, tu te retrouves avec énormément de cornes ici. Oui, voilà. Ou du sang partout sur ton pick-guard. Maintenant, je me suis refait les ongles. J'ai des ongles en titane. Donc maintenant, je peux gratter comme je veux. Mais non, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours aimé. J'ai commencé avec les arpèges aussi, un peu de classique aussi. Donc, sans jamais prendre de cours, c'était toujours soit sur YouTube ou quand on a 15 ans, on est sur YouTube, c'est le début. C'est un peu notre encyclopédie pour la guitare. C'était déjà vrai à l'époque, mais alors maintenant c'est c'est carrément l'école de musique. Donc c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai fait toujours depuis quelques années maintenant. Je continue comme ça, quoi. Et t'as bien raison, parce que ça te réussit particulièrement. Ce que je trouve cool, c'est que du coup, du point de vue de l'auditeur, on se retrouve avec des phrasés que t'as vraiment pas trop l'habitude d'entendre. Et même harmoniquement, je trouve que ton jeu, il est très très riche. Ouais. Et c'est cool parce que le heavy psych, c'est un genre, on évolue tout de même dans une niche. De toute façon, le rock, c'est un peu de niche maintenant. Ouais. Mais il y a quand même plein de fois où, tu vois, il y a des morceaux qui se lancent. Et c'est pas si souvent qu'on peut reconnaître un guitariste en fait à son phrasé, à son toucher. Je trouve que tu fais partie de ceux-là et du coup c'est quand même vraiment la classe. Donc merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est cool. Trop bien. De ton côté, Joe, encore une fois, on a partagé plusieurs scènes ensemble et j'étais toujours un peu rangé dans la catégorie danger public en termes de batteur. J'ai fait ça un compliment. C'est vraiment, de mon sens, c'est un compliment. T'as une frappe de gros bourrin, ce qui est nécessaire dans le stoner et le heavy psych quand il faut. Ouais. Je t'ai déjà vu jouer doucement, bien sûr, et c'est aussi tes nuances qui font la richesse de ton jeu. Merci. Mais je pense que quand il est question de partager du backline avec toi, les gens devraient être prévenus. Et pourtant, j'ai pas, à part la peau de grosse caisse de Canek de Slift que j'ai pété. Oh là là. Mais on a trouvé une solution rapidement, donc ça va. C'était quand même un chouette souvenir. Là, putain, trop cool, on joue à Slift. Ouais. T'arrives et tu commences le set par ça, quoi. Nous, c'était notre dernier morceau, donc on a écourté le set. Ouais. Et eux, ils jouaient juste après, donc on était là genre merde. Et heureusement, on était à Dijon et nos potes qui organisaient Mondo Fuzz, ils avaient un la kit maison était à côté. Ils avaient un kit de rechange et du coup on a pris leur grosse caisse. Il m'a avoué le lendemain que c'était une peau de grosse caisse de truc de fanfare. Donc tu sais, c'est super fin. Donc c'est pas vraiment que de ma faute. Si je peux c'est ça, c'est quand même une parole de briseur de grosse caisse, mais ouais. Bah après en vrai au début c'est vrai que je cassais pas mal de baguettes de cymbales et tout et en fait avec le temps ça va. Peut-être que j'ai appris à mieux taper ou je pense que je tape moins fort qu'avant parce que tu vois il y avait même en répète c'était inaudible par moment, donc mes tailles de cymbales je les ai réduites. J'ai tapé moins fort quoi que ce soit, mais en fait moi j'ai appris dans ma chambre avec une batterie avec des peaux maillées, ça ressemble un peu à du tissu. Ok, ouais, je vois bien. Et je jouais par au-dessus mes morceaux préférés. Et en fait, j'ai pas les nuances, il n'y en avait pas là-dessus, tu vois. Donc, en fait, tu tapais tu vois. Donc en fait, je faisais ça. Et après, à côté, j'ai commencé un groupe de punk rock où tu jouais comme un débile. Donc en fait, dans mon cerveau, peut-être c'était là, genre en mode, je sais pas trop quoi. Le transition, quoi. Vers la frappe de l'espace. Et en plus, j'étais un peu hyperactif plus jeune. Et en fait, c'était vraiment un exutoire et un truc où je pouvais transpirer et me dire, ok, trop bien. Et en fait, c'était. Donc c'est vrai que j'ai appris la batterie comme ça. En plus, j'ai écouté du Nirvana, machin, enfin, tous les gros batteurs un peu qui tapaient avec des grosses batteries et tout ça. Un dos assez musclé en général. Voilà. Et moi, avec le temps, en fait, j'ai acheté mes premières batteries, c'était des grosses batteries, mais en fait, vu que je suis grand, je préfère
plus petite batterie, une moyenne. À la maison, j'ai des petites jazzettes ou des batteries de rock, mais pas avec une grosse caisse énorme, quoi que ce soit. Okay. Parce que je joue très bas, mais je peux surplomber aussi un peu la batterie. Et je trouve ça plus précis, c'est moins juste du grave. Et je joue aussi avec mes pots qui sont pas détendus, donc tendus, donc plus un accordage un peu médium haut, ce que tu trouves pas forcément dans le rock. Et pareil, pot de grosse caisse pas percée ou quoi que ce soit. Donc j'essaie d'aller chercher des sonorités qui sont un petit peu différentes, mais aussi c'est parce que c'est un confort de jeu pour moi. Parce qu'en fait, plus la peau va être accordée haute, plus je vais avoir du rebond et moins je vais m'épuiser à aller faire des nuances ou aller vite. Et pareil pour un gros kit de batterie, plus c'est petit, plus c'est compact. Je joue avec des baquettes qui sont un peu plus longues que la moyenne. Et du coup, ça me permet juste avec des coups de poignet à aller chercher des cymbales, des trucs. Des petits allers-retours entre les éléments. Voilà. Et en fait, là, le dernier album, il y a des morceaux plus rapides. Et en fait, ça me permet d'être plus endurant parce que j'ai moins d'efforts à faire. Et tout est compact, donc t'as des parties de grosses caisses qui sont vraiment fascinantes à relever, qui sont très très cool, quoi. Donc en fait, mon kit a évolué avec mon confort, ma perception du jeu et puis les compos aussi un petit peu qu'on a faites, quoi. Ouais. Parce que sinon, si j'ai une grosse batterie énorme, je pense que je pourrais pas tenir le rythme. Ça marche pour les sets de 20 minutes. Mais... Déjà que je transpire assez rapidement. Donc j'essaie d'être endurant parce que sinon en fait le tempo ils vont descendre. Ça va être l'enfer, quoi. Et justement parlons un peu de l'évolution du son dans Decasia, parce que depuis que je vous vois, ça fait des années maintenant, je trouve que votre son général de groupe il a beaucoup évolué. On sent que vous aimez Motörhead quand même. Je sais qu'il y a une passion toute particulière du côté de Joe, parce que Decasia, un des trucs qui est agréable quand on vient vous voir, c'est que ça joue super fort et qu'il y a vraiment une sensation de tu t'en prends plein la gueule, mais de côté positif du terme, quoi. Où tu te fais porter par le son. C'est vrai que en termes de trio, vous développez une puissance sonore qui est vraiment terrassante et qui est agréable pour l'auditeur, quoi. Merci. Ça fait plaisir. Et du coup, pour vous, c'est plutôt une recherche dans les arrangements, dans les compos. Est-ce que vous avez bossé avec votre ingé? Ce qu'on aime jouer, je pense. Ok. Ce qu'on aime faire. On a commencé par des trucs. On a bouffé du stoner. Du gros stack orange énorme. Avec du prog aussi. Et puis on a fait ça au début. Surtout le deuxième EP, c'est une grosse bavette de 3 chansons, ça dure 40 minutes. Et du coup, on a voulu partir après sur des trucs vraiment plus, comme tu dis, Motörhead, un peu garage, un peu fuzz, un peu plus heavy, plus rock un peu aussi, et plus de tempo et plus de lourdeur aussi en même temps. Mais tout en ayant aussi des trucs où on revient aussi sur des choses un peu plus calmes. Et puis des interludes, voilà. On essaye de quand même doser toute cette grosse baraque pour des trucs un peu doux aussi. Mais c'est vrai qu'on a eu ce côté, on voyait un peu des trucs. Et c'est ce qu'on écoute aussi, ce qu'on aime jouer, quoi. Mais moi, je trouve ça très cool dans vos concerts, justement. On écoute un peu de tout dans tout, c'est difficile, mais dans le rock metal, tu vois, on a des goûts assez éclectiques. On se rejoint sur un gros tronc commun et c'est un groupe qu'on adore tous les trois. Et après, je pense que c'est juste qu'on a envie aussi de faire plein de styles différents. Enfin, tu vois, on écoute du funk, de la soul, ça peut être du reggae, quoi que ce soit. Donc en fait, je pense qu'on va chercher dans plein de trucs différents. Et nous, je pense ce qui nous botte, c'est de faire des morceaux qui entraînent, qui groove ou qui motivent les gens, tu vois, à danser, à bouger, quoi que ce soit, qui soit juste de l'énergie pure. Et après, ça peut prendre plein de formes différentes. Donc en fait, nous, on s'amuse un petit peu à jamais faire 2 fois le même morceau et puis de se dire, tiens, en fait, on n'a jamais fait ça. C'est un truc qu'on aime bien. Tiens, on essaye de faire ce style-là. Donc en fait, c'est un peu des parties pris, mais on se force pas non plus à se dire ok, tiens, on l'a jamais fait, il faut qu'on le fasse. Mais c'est juste que ça nous fait plaisir aussi d'aller chercher dans d'autres terrains, d'autres codes, donc ça peut être des signatures rythmiques, ça peut être des tempos, ça peut être plein de choses, quoi. Des mélodies, des trucs. Ça peut être varié. Nous, on veut pas trop se mettre de frontières, tu vois, de périmètre. On essaie de se dire, en fait, si ça nous plaît, on le fait. Et dans tous les cas, on est que 3. Donc, en fait, les gens, ça va notre patte. Comme tu disais tout à l'heure, on va la ressentir parce qu'en fait, en vrai,
on va pas réinventer le truc, tu vois, c'est guitare basse batterie avec un peu d'orgue ou quoi que ce soit, mais puis c'est nous, tu vois. Ouais, mais c'est pas comme si moi je prenais la guitare, Max prenait la batterie, on n'y est pas encore là, mais en vrai je pense que au fur et à mesure, je pense, de nos albums, si on en fait encore plein, il va y avoir un petit peu de tout à chaque fois, tu vois. Ouais. Et c'est ce que je trouve cool justement sur votre dernier album là. Salut. Wow. Salut. Qui est sorti du coup en 2022. C'est An Endless Feast for Hyenas, si je dis pas de bêtises. Yes. Est-ce qu'une des forces, je trouve, de cet album, c'est justement la tracklist, où vous avez su mettre les petits interludes au bon moment, et où du coup on ressent en effet cette liberté de ton, où il y a des moments où ça tabasse. Enfin, l'ouverture de l'album, c'est vraiment un banger pour moi. Ouais. Non, c'est Skeleton Key. Donc, ouais, c'est Ilion. Ilion, qu'on voit grave, enfin, le thème il est trop cool. Quand vous commenciez les sets avec celle-là, la première fois où vous l'avez joué, où je vous ai vu, j'étais vraiment genre, oh putain, yes, ok, qu'est-ce qui se passe, c'est trop bien. Cool. Il y a vraiment un truc très très cool de découverte, ça rentre dedans direct. Et puis après, au fur et à mesure qu'on se laisse porter, il y a les petites interludes qui arrivent et qui redonnent des seconds souffles à l'album. Enfin, il y a vraiment un truc qui est cool dans la narration, dans la tracklist. On voulait pas faire. On n'a jamais été partisans. On en écoute des albums comme ça, mais on n'a jamais été partisans des albums où c'est tout le temps la même chose. Ouais. Et c'est vraiment une grosse barre tout au long de A à Z. Ouais. On a voulu faire un périple, un voyage et rajouter des trucs où ça se calme un peu, parce que comme tu dis, c'est vrai, des fois ça balance bien et c'est bien de faire une petite pause côté de l'autoroute, histoire de manger un peu et puis repartir, un petit pipi et c'est reparti. Et du coup, c'était important pour nous de faire ça. Ouais. Nous, ça nous arrivait après le concert, discuter avec des gens, en mode tiens, je connaissais pas ça, et en fait, je leur dis en fait, c'est un bout d'un des morceaux du deuxième EP qu'on a rebidouillé. Enfin, tu vois, on leur explique un peu le délire. Dans l'or de Decasia. Des bootlegs avec des trucs où tu. Mais c'est marrant parce que nous, c'est l'intention qu'on a envie, c'est de pouvoir jamais faire 2 fois le même concert et proposer, surprendre nous, et puis surprendre aussi les spectateurs. Et c'est cool que ça marche, et je pense qu'il y a quand même un public, tu vois. Je pense que personne vient à un concert pour écouter l'album studio tel quel, tu vois. Faut qu'il y ait un peu de nouveau, de bien sûr, peu. Ça me rappelle une anecdote où il y a un pote de Clermont, du Raymond Barre, qui nous fait moi je me rappelle, il y a 2 ans, vous avez joué cette chanson c'était Lagna sur l'album. Okay. Il fait moi je la préfère celle-ci, on l'a enregistrée à la caméra et puis vous l'avez changée, c'est plus la même parce qu'elle était plus prog avant et il fait moi j'adore celle-ci, je l'écoute tout le temps, il écoute l'audio de la caméra quoi. C'est ça, l'audio parce qu'on l'a plus jamais rejoué vraiment après comme ça quoi. Ouais. Et du coup ça fait l'itération du moment quoi. Ouais, c'est ça. Genre en ce moment-là elle était comme ça et après elle a changé un petit peu, on l'a un peu épuré et tout. Et donc je pense que c'est ce qu'il voulait. Ok, donc si on vient vous voir en concert, faut clairement amener un petit 2 pistes enregistré. Ouais, faites-vous plaisir. Et garder les bootlegs après. Si on annonce que c'est un nouveau morceau, il y a des chances qu'il ait une forme là et que sur l'album ils sont complètement différents. Juste pour revenir vite fait sur l'album, la pochette, elle est particulièrement dingo. Merci. Quand j'ai vu l'artwork que tu m'avais envoyé une fois là, j'étais comme waouh putain, c'est vraiment hyper classe. C'est la foisonne de détails et du coup j'aimerais bien juste revenir sur pourquoi cette idée là et comment vous avez réalisé la pochette. Ouais. Tu veux y aller Max ? Eh ben on a décidé de partir sur quelque chose on voulait pas faire trop les clichés du stoner désert ou le fond marin donc on l'avait déjà fait, le fond marin on l'avait fait avant. Mais voilà, on s'était dit qu'on voulait changer un peu, un côté un peu floral aussi, qui représentait peut-être aussi plus l'album. Et on s'est dit, on est parti, on a fait ça dans chez une fleuriste, dans le 15e, avec une boutique qui est dans son jus des années 1900, qui n'a pas trop changé, avec le même mur. En fait, c'est pas du tout photoshopé le fond du mur. D'accord. C'est vraiment le mur en état. Et elle a posé, si tu veux, des fleurs un peu partout sur la scène, donc des vraies fleurs. Et on s'est mis derrière et donc on a fait on voulait partir sur un délire un peu de mage, de prêtre de la feuze un peu, tu vois, des délires. On savait pas trop où on allait. Enfin, on savait qu'on voulait faire des masques. Et ça aussi. On est allé à la Saint-Pierre, tu sais, où il y a tous les trucs de tissu et tout ça. On est rentré dans les boutiques et on a pris plein de trucs. On a fait ça. Et après, on a tout fait au carton et au pistolet à colle. Trop bien. Et en fait, on vient tous de l'école de design, on s'est rencontrés, donc on est tous un peu manuels, on crobardait des trucs, du coup on s'est dit on fait 3 personnages qui peuvent avoir un lien entre eux, mais qui sont aussi un petit peu différents, chacun avec une touche un petit peu différente. Et en fait, on les a fait un peu les 3 en parallèle, mais à chaque fois on rajoutait des trucs, tu vois, on savait pas trop, il n'y avait pas vraiment trop de plans définis.
Et en parallèle de ça, on essayait de trouver un espace. On cherchait un espace floral. Donc on est allé, tu vois, au jardin des plantes, genre de trucs. Mais il fallait des autorisations. On s'est dit, est-ce qu'on y va un peu en loose day, on le fait en scred. Et en fait, cette boutique-là, c'est avéré que la fleuriste était scénographe. Et on lui a présenté un peu les premières esquisses des masques, tu vois. On avait fait des vues Photoshop pour un peu se projeter. Et elle, gentiment, elle nous a fermé la boutique un dimanche. Et on y est allé du coup avec Mariette qui fait de la photo, Marie Mauve que tu connais, qui nous a aidé du coup à prendre la photo. Et on a fait du coup le recto et le verso aussi chez elle. Le verso c'est sa caisse en fait, c'est un bureau en bois où elle monte les bouquets, tu vois. Ouais. Et du coup nous on a fait une petite composition avec des briquets de broc qu'on avait pour mettre la setlist ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose où en fait c'est comme un peu les compos, c'est on est allé, on avait un peu une idée et on a fait un peu au feeling sur le moment, tu vois, on s'est dit ok vas-y. En fait les masques c'est un peu comme des jams quoi, mais en carton. Et on a fait ça, on est parti d'un truc, on s'est dit, puis on monte au fur et à mesure, on savait pas où on allait, on n'avait pas forcément fait de dessin préparatoire, donc c'était vraiment un peu tous les dimanches c'était Art Attack, tu vois, genre mais tu regardes le verso de chaque masque, c'est une horreur quoi. C'est comme les décors en carton, tu vois. Donc on devait les tenir, on avait des ficelles, on avait des câbles, des trucs. Il n'y a pas trop pour les yeux, on ne voit rien. La compo elle est hyper léchée, c'est trop classe, mais en fait vous êtes en train d'en chier à fond quoi. Ouais, on sue et tout. C'est Mariette qui nous disait un petit peu la main un peu plus haute, parce que on voit rien. On n'en voit rien de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc on avait un petit peu la compo, tu vois, avec un triangle ou quoi que ce soit, tu vois, on savait un petit peu où on allait, mais encore une fois, on a laissé un grand champ ouvert aux possibilités. Et on s'est dit que sur le moment, on trouvera bien un truc qui fonctionne, tu vois. Après, sur Photoshop, on a juste boosté les couleurs à fond, tu vois, parce que on a pris plein de fleurs qu'elle avait avec plein de contrastes, et après, on a juste poussé un peu la saturation, poussé le machin. Et à la fin, ça claque. Ouais, et ce que disait Max sur les illustrations, c'est que c'est vrai, dans la scène Rockstoner, il y a beaucoup d'illustrations faites à la main. Et pour nous, on se disait, il faut être hyper bon pour que ça sorte du lot. Il faut vraiment un truc de ouf et tout ça. Nous, on n'a pas les skills. On n'était pas là à vouloir payer un gars, parce que toutes les autres artworks, c'était nous qui les avons fait ensemble. C'est un peu l'idée du donc on s'est dit, on prend le temps, on le fait nous, et on essaie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et tout en se faisant plaisir, en faisant un truc qu'on a envie de faire et qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire. Donc tu vois, sur le deuxième EP, c'était une espèce de maquette à petite échelle, comme les décors de théâtre, avec plusieurs plans, et on prend une photo de ce plan-là. Donc pareil, c'est de la composition, donc c'était un peu du Lego, tu vois, on avait comme un collage, mais en 3D, quoi. Donc on s'amusait, on a fait plein de variantes différentes, et puis après on a sélectionné, on a trié, et puis hop, on l'a fait. Et c'est un peu le même principe pour cet album-là. Et on est en train de composer des morceaux, on n'a pas encore sur l'artwork du prochain, mais... On va essayer d'être plus rapide parce qu'on a mis du temps quand même. On a mis un peu de temps. Après, il faut savoir, c'était pendant le Covid, donc en fait, il fallait sortir, les boutiques, c'était compliqué. Donc nous, on voulait faire ça à 3, donc il fallait qu'on se rejoigne ensemble chez quelqu'un pour le faire et tout ça, donc c'était un petit peu complexe, mais ça nous a pris un petit peu de temps. Mais en vrai, on a eu des super retours et on en est super fiers. C'est chouette, bravo pour ça. On a beaucoup d'éloges là-dessus. C'est vrai que pour le prochain, on aimerait avoir la pochette avant d'enregistrer et de préparer plus en amont quelque chose. Avoir un truc hyper cohérent. Ouais, bravo en tout cas. Ok, Descasiers, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour présenter du coup, entre autres, An Endless Feast for Hyenas. Merci beaucoup. C'était de la bombinette. Pour nous avoir invités, cool. Un plaisir. Et du coup, avant de partir, avant de se dire au revoir, une petite reco culturelle comme ça, n'importe quoi, de la zik, du théâtre, un jeu vidéo, un bouquin, tout ce que vous voulez. Moi, je pourrais recommander. D'ailleurs, grand merci à Gaëtan qui m'a recommandé ça. C'est un jeu qui s'appelle Signalis. Ok. Qui est un jeu. C'est pour les gens qui aiment bien Resident Evil, le premier Resident Evil. Ok. C'est un jeu d'énigmes, mais ça ressemble beaucoup à Resident Evil, mais un peu dans le turfu, avec des cyborgs et tout ça, avec beaucoup d'enquêtes, un peu de shoot, mais qui te met vraiment un peu en mode 8 bits. Il y a différentes sections de jeu où parfois c'est en 8 bits vu de dessus, parfois c'est en vue première personne. Jeu un peu indépendant, donc pas très très long. Okay. Vraiment, c'est pas une prise de tête genre en mode Zelda, quoi. Mais par contre, en termes de... Moi, j'adore les jeux indépendants avec des prises graphiques fortes, où en fait, tu vois que c'est pas forcément le graphisme qui paye, mais c'est l'histoire et comment le parti pris esthétique du truc, tu vois. Et moi, ça m'a vraiment plu. Là, je l'ai fini la semaine dernière. Et génial. Vraiment, tu plonges dedans et ça, tu
tu te mets dans l'histoire à fond. Et c'est une belle intrigue. Ça a l'air chouette. C'est toujours un peu abstrait, tu vois, tu sais pas trop où t'es. Comme le Resident Evil 1, en fait, tu le fais, mais tu connais pas trop l'histoire. T'en apprends un petit peu au fur et à mesure, tu te fais ta propre interprétation. Et après, il y a un retournement de situation, machin. Trop bien. Donc, hyper intéressant. Donc, pour ceux qui aiment bien les énigmes, Resident Evil. Avoir peur un petit peu, c'est un peu peur, mais pas trop. Et du shoot avec, t'as 2 balles dans ton chargeur, ils sont 4 devant toi, qu'est-ce que tu fais, quoi. Ok, trop bien, ça donne envie. Et toi, Max? Moi, ce sera un petit coup de cinéma avec un film que j'ai pris une petite claque. C'est peut-être pas un grand film, enfin pour certains. Pour moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est Saltburn. Je sais pas si vous l'avez vu. Pas du tout. Vraiment, vraiment cool. Vraiment à voir. Le scénario est vraiment chouette. Le jeu d'acteur très cool. Franchement, ouais. C'est quoi le pitch général? En fait, c'est un mec qui est dans une école à Harvard et puis qui se fait prendre sous son aile par des gens très riches, des étudiants très riches, et il va gravir un peu les échelons, il va aller dans un grand manoir, en fait, il va passer l'été là-bas, il va se passer plein de choses, et ça part un peu dans tous les sens, et c'est assez chouette. C'est pas où il y a une fratrie, ils se rejoignent dans un bar, dans une arrière-salle. Au début, ouais. Au début, et puis lui, il est un peu tout seul, il est un peu genre très timide, très réservé, et puis il va apprendre un peu à s'émanciper, mais il va se passer plein de choses, et c'est un univers très... ouais, c'est un peu un thriller, en même temps un peu beaucoup de films psychologiques, mais très beau aussi, les plans sont très très beaux. Il y a un grand labyrinthe dans le film et tout, c'est vraiment chouette, quoi. Ça te fait des plans, je pense que c'est le labyrinthe dans Harry Potter, tu vois, le grand truc là, je crois que c'est... Bah, trop cool, ça donne bien envie. Ok, pour ma part, je recommande un bouquin qui s'appelle Rêve de gloire de Roland C. Wagner. C'est édité par La Talente, dispo en poche, folio SF. C'est un genre d'Uchronie. Ça se passe à Alger. Tu l'avais offert à Laura? Je l'ai carrément offert à Laura. Ouais, j'ai eu la moitié, très cool. Et en gros, l'idée, c'est, ça se passe mi dans les années 60, mi de nos jours. Et le principal de l'intrigue, c'est que tu suis un collectionneur de vinyles qui est fan de musique, qui vient d'Alger des années 60, parce que dans cette Uchronie-là, Alger, c'est devenu une espèce de Californie des 60s, quoi, où t'as toute une scène psychédélique qui s'est créée. Et ce qui est trop cool, c'est que, en fait, il parle d'une zik qui est complètement fictive. Donc t'as des rêves musicales qui sont évoqués, il parle beaucoup de musique, mais que des trucs qui n'existent pas. Ouais. Et du coup, c'est trop bien parce que tu peux te créer toi-même ton imaginaire de à quoi ça ressemble, et tu te retrouves avec plein de morceaux en tête, mais qui n'existent pas, quoi. Donc cool. C'est trop bien, voilà, si vous voulez aller lire ça. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment des vrais groupes? C'est trop marrant parce que t'as justement cette espèce de barrière entre les deux qui est fine, quoi, et c'est très très cool. Donc voilà, Décasier, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Un plaisir. Et puis si jamais vous voulez les suivre, ils sont probablement en concert en ce moment, pas loin de chez vous. Il y a un petit bandeau en dessous de la vidéo là qui va s'afficher avec tout un tas de dates. Vous pouvez retrouver tous les liens pour aller les suivre sur les réseaux sociaux dans la description en dessous. Et puis merci d'avoir été là dans School of Rock. Merci à vous. Merci.